Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Dr Aloyse Waly Diouf. Aloyse Waly Diouf, un départ annoncé qui a suscité des réactions. La preuve, beaucoup de quotidiens ont évoqué le sujet dans leur parution de ce samedi. Alors, avec le recul, présentement, quel est le sentiment qui vous anime? Oui, je vous remercie, Baye Omar. Je crois que ce matin, en me réveillant et en voyant sur certains journaux les commentaires, je crois que c'est depuis 24 heures avant, c'est un double sentiment. C'est un sentiment de tristesse parce que, comme vous le savez, c'est un moment où on change de secteur, où on change d'institution et on part souvent avec une teinte d'émotion. L'autre chose aussi, c'est véritablement pour moi une expression de la reconnaissance des populations. Et ça, je crois que c'est des choses à ne pas oublier. Maintenant, de mon point de vue, il ne faut pas qu'on s'attarde sur ces choses-là parce que nous devons plutôt nous concentrer autour de la gestion de l'épidémie. Oui, mais la gestion de l'épidémie, parce qu'il s'agit de cela, votre départ, justement, intervient dans un contexte de combat contre la propagation du virus. Aujourd'hui, oui, pour beaucoup, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce qui fait que ce soit maintenant le départ à l'OMS? Oui, je reviendrai sur le timing, mais ce que je veux tout de suite dire, c'est que nous avons toujours travaillé et nous continuons à travailler en équipe. Je suis peut-être un élément de cette équipe aux côtés du ministre de la Santé qui, lui, véritablement impulse, oriente et nous aide à trouver le bon Mais vous êtes un élément clé du dispositif. Ce qui s'est passé... Mais reconnaissez que vous êtes un élément clé du dispositif. Dans ce dispositif, c'est que j'ai porté la voix du dispositif aux populations. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai porté le message de prévention aux populations. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises d'informer la population sur l'évolution de la maladie. Quel a été votre rôle, précisément? Quel a été votre rôle? C'est pas seulement que d'informer, il y avait un rôle technique là-dedans. J'ai un peu, en dehors de la communication envers les populations, c'est-à-dire la communication pour rendre les comportements favorables à la prévention qui était géré par le SNEPS. Tout ce qui était communication institutionnelle, communication en termes d'information, un peu coordonner aussi la communication de crise, notamment les stratégies. C'est vrai que je peux dire que j'ai été un artisan dans la rédaction des communiqués, que ce soit le communiqué du jour, que ce soit les communiqués liés au décès, tous les jours, sur instruction et avec les encouragements de Monsieur le ministre de la Santé depuis le 2 mars. Chaque matin, je devais être au bureau pour rédiger le communiqué du jour. Mais dans le même temps aussi, à chaque fois, malheureusement, qu'il y avait un décès, quelle que soit l'heure, je devais aussi être debout pour rédiger le communiqué et le faire parvenir à la presse. Cela, parce que dès le début, nous avons voulu au ministère de la Santé installer une relation de confiance vis-à-vis des populations. Et cela aussi a été facilité par les médias. Je crois qu'il faut féliciter les médias sur le travail qui est en train d'être fait et qui nous a permis véritablement de travailler dans une sérénité, d'installer la confiance et de ne pas de pouvoir étouffer très tôt les rumeurs dans l'œuf. Parce que dans un contexte de crise, les rumeurs sont très très nocives et heureusement que nous avons eu des organes de presse qui nous ont beaucoup appuyés. Heureusement aussi, nous avons eu une population qui a su rester sereine, qui a su avoir confiance en elle. Et ça, c'est cela qui permet au Sénégal aujourd'hui de dire qu'on contrôle l'épidémie. Maintenant, pour revenir sur le timing, depuis le mois de mars, ma candidature qui avait été soutenue aussi par le ministre de la Santé, ma candidature a été reçue
et a été officialisé, l'Organisation mondiale de la santé m'a informé officiellement que ma candidature avait été retenue. Parce qu'il s'agissait d'un concours. Ma candidature avait été retenue. Donc le 9 avril, j'ai eu la notification officielle du recrutement. Ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai reçu le mail, j'ai envoyé à l'Organisation mondiale de la santé un autre mail en leur disant, compte tenu des responsabilités que j'avais au ministère de la Santé et du rôle que je jouais dans le dispositif, je sollicite que ma prise de service soit différée. Vous avez soumis votre candidature alors que vous étiez directeur de cabinet, toujours. Oui, mais vous savez... Oui. Vous aviez quand même un agenda, un plan de carrière. Expliquez-nous un peu. Vous savez, directeur de cabinet. Directeur de cabinet, c'est une fonction. Oui. On vous choisit pour être directeur de cabinet. C'est vrai qu'il faut avoir certaines dispositions. Moi, je suis à la base médecin. Oui. Et quand on est médecin, on a une carrière à faire. Oui. Donc ça, c'est le plan de carrière. Ça, c'est mon plan de carrière à moi. J'ai trouvé que en septembre 2017, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr, qui 48 heures après sa prise de service, m'a demandé de venir travailler à ses côtés comme conseiller technique numéro 1. Ce qui est quand même, pour des personnes qui ne se connaissent pas, une grande marque de confiance qui démarre. 4 mois après, au moment où je m'y attendais le moins, en janvier 2018, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, dans son bureau, me propose de devenir son directeur de cabinet. Je rappelle à la base qu'il n'y a eu que 2 médecins qui ont été directeurs de cabinet dans l'histoire de ce ministère. Donc, maintenant, c'est une marque de confiance, c'est une marque d'estime. Et moi, je me dois une certaine loyauté vis-à-vis du ministre. Et nous avons cheminé pendant tout ce temps. Nous avons cheminé dans un excellent esprit. Et moi, je voudrais profiter de ce moment pour saluer l'homme Abdoulaye Diouf Sarr. C'est un vrai meneur d'homme. C'est quelqu'un aussi qui sait anticiper. C'est quelqu'un aussi qui a une excellente capacité d'écoute. En tout cas, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Maintenant, étant un médecin, travaillant dans la santé publique, et d'ailleurs, monsieur le ministre m'a permis, entre autres, d'avoir d'autres activités par moment, pour ne pas m'éloigner de ce qui doit être mon futur. Parce que être directeur de cabinet, comme je l'ai dit, c'est une fonction, on vous choisit. Et je me suis dit, il fallait toujours se remettre en cause. Donc à chaque fois qu'il y a une demande de candidature, je mets mon CV dedans et cela me permet au cours des examens écrits, au cours des entretiens, de pouvoir encore jauger mon niveau. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours se remettre en cause. D'expérience, j'ai fait beaucoup de missions avec l'Organisation mondiale de la santé et je me suis dit c'était exaltant pour moi de pouvoir arriver à ce niveau. Et soutenu par le ministre, j'ai déposé ma candidature. Il y a eu des tests écrits, il y a eu un entretien. J'ai été reçu et j'en ai parlé au ministre qui véritablement, après cette période où j'avais demandé à ce qu'on diffère ma prise de service parce que je n'avais pas le droit de partir au moment où le Sénégal s'apprêtait à gérer la pandémie. Je crois que le ministre m'a demandé, compte tenu du fait aussi que nous arrivons tant bien que mal à contrôler cette épidémie-là, le ministre m'a demandé de pouvoir rejoindre mon poste. Mais oui, de rejoindre votre poste, vous l'avez dit, dès l'instant que le virus était plus ou moins maîtrisé dans un contexte paisible, mais le contexte présent est tout autre parce qu'aujourd'hui, vous l'avez annoncé ce samedi matin, le taux de positivité est de 11,54%. Alors, docteur Alizouadjou, le virus, bien que là,
dans la communauté évolue à grande échelle. Cette situation, pour le moins inquiétante, fait suite à l'élargissement des mesures par le gouvernement sénégalais. Là, vous partez en laissant derrière une situation pour le moins complexe quand même. Je crois qu'il ne faut pas lier l'évolution de l'épidémie à votre départ, à ma personne ou à mon départ. Oui. Aujourd'hui, je crois que si j'étais malade, oui, personne n'est indispensable. On m'aurait remplacé. Pour être simple, personne n'est indispensable. On m'aurait remplacé et j'aurais prié pour que le Sénégal puisse gérer cette pandémie. Si j'avais été aussi incapable ou si j'avais commis une faute, on m'aurait limogé et le Sénégal aurait géré cette pandémie. Moi, c'est dans cet esprit. Personne n'est indispensable et les gens travaillent avec une équipe compétente. Maintenant... Mais on ne quitte pas un bateau en plein combat. Je vais vous dire pourquoi je dis que le bateau ne tangue pas. Vous savez, quand il y a une épidémie, on évalue la capacité du pays à gérer une épidémie au bout de 6 semaines. Il y a 3 critères qui le permettent, c'est la préparation. Et je crois que nous, au Sénégal, depuis le mois de janvier, nous avons déjà commencé à élaborer notre plan de préparation. Nous avions commencé à former nos agents sur le terrain. Le deuxième critère, c'est la capacité à pouvoir détecter la maladie. Nous avions l'Institut Pasteur au Sénégal. Quand j'allais représenter M. le ministre de la Santé à une réunion de l'UA, à l'époque, il n'y avait que 2 pays. C'est le Sénégal et l'Afrique du Sud qui étaient capables de faire des tests. Aujourd'hui, partout où nos équipes, parce qu'au début on disait que les gens ne pouvaient faire les tests qu'à Dakar, mais on s'est vite rendu compte que partout au Sénégal où quelqu'un présente les signes, nous avons des agents valeureux capables d'aller les tester, d'aller dépister. Le troisième critère, c'est la capacité à prendre en charge les malades. Au début, on disait que nous avions que 12 lits. Aujourd'hui, on a presque 1800 malades qui sont pris en charge dans nos structures de santé. Cela veut dire que nous contrôlons la maladie parce que nous n'avons pas encore de malades qui soient positifs et qu'on ait à choisir qui on va hospitaliser comme on l'a vu. L'autre élément, c'est que nous avons fait 3 mois de gestion de la pandémie. Là où des pays, au bout de 2 mois, je crois que si vous suivez mon regard, au bout de 2 mois, mais sont arrivés dans une situation catastrophique. Donc, le Sénégal aujourd'hui contrôle, même si il ne faut pas s'autoglorifier, même si il faut continuer à maintenir la vigilance, parce que comme on le constate, il y a une situation qui est issue d'une incompréhension des mesures prises par le gouvernement. Et les mesures d'élargissement. Toujours dans le cadre de la gestion d'une épidémie à l'échelle macro, parce que la santé, c'est véritablement un secteur transversal. Quand il y a une épidémie, surtout une épidémie qu'on n'a jamais vécue dans un pays, et qui va à l'échelle de la pandémie, l'une des premières mesures à faire, je le dis souvent, c'est de sauver des vies. Il faut vite sauver des vies parce que la maladie qui arrive, on n'a pas beaucoup de maîtrise sur son évolution. C'est ce qui a entraîné les premières mesures prises par le chef de l'État avec la proposition du Comité national de gestion des épidémies, en fermant les commerces, parce qu'un virus qui se transmet d'un homme à un homme, il faut tout faire pour limiter la circulation entre les êtres humains. Parce que tant que les gens ne circulent pas, ils ne se transmettent pas le virus. Il faut couper la chaîne de transmission. Voilà. Fermer les commerces, réduire l'activité, éviter les rassemblements. Et amener un couvre-feu parce qu'il est difficile aussi de regarder, de pouvoir surveiller les déplacements des gens pendant la nuit. Nous avons travaillé avec ces mesures-là. Au bout de 6 semaines, nous nous sommes rendus compte que nous étions capables d'aller dépister dans le fin fond du Sénégal. Nous étions capables, pour des malades trouvés à Ziguinchor, de pouvoir les prendre en charge. Pour des malades de Louga, de les prendre en charge. Maintenant, il fallait aller vers une deuxième mesure collective. Parce que
quand on ferme tout, on bloque aussi les moyens de subsistance de la population. Donc on ne se limite plus à sauver des vies, mais on sauve des vies et on sauve les moyens de subsistance de la population. C'est ce qui a amené ces mesures d'assouplissement. Malheureusement, beaucoup l'ont perçu comme un relâchement. Et je crois que... Oui, parce qu'il y a faille dans la com ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois que peut-être, hein, il ne faut pas qu'on soit dans une logique de dire tout ce que nous avons fait est bon. Mais je crois que les gens avaient tellement envie d'aller vers leur lieu de travail que dès qu'il y a eu l'opportunité, ils y sont allés, mais en oubliant que le virus était encore là. Oui. C'est là où réside la difficulté, c'est-à-dire entre l'économie et la santé, quelle option retenir, les deux, ou comment justement organiser la riposte? Oui, en fait, on ne peut pas avoir la santé si on n'a pas une économie solide. Oui. Et je crois aussi qu'une économie solide est bâtie autour de personnes en bonne santé. Donc il y a une interrelation. Moi, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est aller vers une communication beaucoup plus rapprochée. Une communication à l'intérieur des communautés. Parce que dans une communauté, tout le monde se connaît. Et dans une communauté, il y a une certaine émotivité qui fait que quand on donne un message, l'appropriation devient un peu plus rapide. Il y a aussi le fait que les gens, il faut faire le marketing social de ces mesures d'assouplissement. Faire le marketing social de ces mesures d'assouplissement dans un contexte de Covid-19, cela veut dire aux Sénégalais que tant que nous respectons les mesures barrières, nous pouvons continuer à trouver notre gagne-pain. Oui, mais c'est pas encore, le défi n'est pas encore relevé, ou il est loin d'être relevé. Quand vous observez les populations sur le terrain, le port des masques n'est pratiquement pas respecté pour l'essentiel des populations. Aujourd'hui, voilà, la distanciation physique aussi, en tout cas, pose problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces réticences, ces zones de résistance-là? Qu'est-ce qui l'explique? Vous n'avez pas encore la solution? Si, nous pensons que c'est à l'intérieur des communautés, parce que oui. On n'est pas dans un terrain spatial. Les marchés sont des espaces publics, certes, mais ceux qui y vont viennent d'une communauté. Les marchés ont une organisation. Ceux qui y vont viennent d'une communauté, ceux qui en sortent retournent à une communauté. Les médecins qui travaillent à l'hôpital viennent d'une communauté et retournent. Le chauffeur de car rapide, bus ou autre, vient d'une communauté, appartient à une communauté et il va retourner vers cette communauté. Donc ce qui est important... L'enjeu, c'est autour de cette communauté. L'enjeu, c'est de travailler dans la communauté. Oui. J'ai l'habitude de dire que si on a eu des différentes catégories socio-professionnelles qui ont été atteintes par le Covid-19, si on évalue ces catégories professionnelles, les 85% ont été atteintes hors de leur lieu de travail. Ça veut dire que le mal est dans la communauté et c'est à ce niveau qu'il faut le cerner. C'est la raison pour laquelle, avec l'appui des socio-anthropologues et des communicateurs, je crois que même la presse a été conviée à une autre formation, avec l'appui des maires, des autorités administratives, nous avons décidé, le ministère de la Santé a décidé de renforcer davantage les organisations et les acteurs. Mais qu'est-ce qui explique que vous soyez justement dans cette dynamique de riposte, c'est-à-dire, mais pas dans le cadre d'un plan d'organisation globale? C'était à prévoir, non? Qu'une fois à ce stade, voilà quelle stratégie développer. Vous êtes toujours dans la réponse immédiate. Non, je vais vous dire. Oui. Quand on élabore un plan de contingence, à l'intérieur, il y a un plan de communication. Un plan de communication qui répond à des scénarios. On est à
d'abord, on n'a pas de cas, voilà ce qu'il faut faire. Voilà les stratégies qu'il faut mettre en place, voilà les messages qu'il faut mettre en place. On commence à avoir un cas, voilà les messages, voilà les stratégies. Parce qu'après, c'est des tiroirs. Vous avez 3 cas, il y a des mesures qui viennent parce qu'il y a un environnement, vous allez sortir les stratégies. La stratégie communautaire, elle a toujours été de mise. Parce que tout le monde, déjà, ça a été la grosse inquiétude. Tout le monde, du moins, s'attendait à cette progression dans le cadre de la communauté. On parle de cas communautaire, cas communautaire. Tout le monde le savait. Oui. Mais à l'arrivée, on dirait qu'on n'a pas été bien préparé. En fait, je ne pense pas qu'on ait été mal préparé. Ce qui s'est passé, c'est que la stratégie, elle se réalisait déjà à l'intérieur des communautés et elle a été renforcée quand on a vu que les cas communautaires explosaient. Docteur Aloyse Waly Diouf, est-ce que vous n'avez pas trop privilégié la dimension médicale? Non, parce que toutes les stratégies partent du Comité national de gestion des épidémies. C'est trop médicalisé. Comité national de gestion des épidémies qui est une structure multisectorielle. Quand nous allons former les acteurs, quand nous allons rencontrer les religieux, quand nous allons rencontrer les hommes de l'art, quand nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité pour les frontières, on n'est pas médical, on est sanitaire. Sanitaire, c'est vraiment l'aspect multisectoriel, c'est l'aspect de la santé dans toutes les politiques ou dans toutes les stratégies que nous élaborons. Nous avons aussi travaillé à respecter le volet médical parce qu'il fallait prendre en charge les cas positifs. Et je vous ai dit que autant nous étions capables de dépister, autant aussi nous étions derrière capables de traiter. Maintenant, tous les acteurs, tous les sectoriels ont été formés. Je crois que même au niveau de l'école, avant que les écoles soient fermées, on va y revenir. Il y a eu des formations qui ont été faites, des leçons de vie qui ont été faites. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un Sénégalais qui ne connaisse pas les signes de la maladie. Il n'y a pas un Sénégalais qui ne connaisse pas le mode de transmission de la maladie. La difficulté, c'est là où je veux en venir. La difficulté aujourd'hui, c'est de susciter à nouveau cette appropriation qui a été très, très, très importante au début. Mais elle a été importante parce qu'il y avait beaucoup d'émotivité. Vous savez, il y a un infectiologue qui l'a dit, si on disait on avait 50 décès un jour, peut-être que ça aurait créé une onde de choc. Mais quand on connaît le psyché des Sénégalais, et ça se voit quand il y a, par exemple, un accident de la route avec 30 victimes. Pendant 4 jours, on en parle. Et au 5e jour, on oublie les mesures de prévention. Donc, c'est à ce niveau que nous travaillons. Mais mettre les moyens dans la communication aussi. Oui, c'est à ce mettre niveau les moyens dans la communication. C'est à ce niveau, je crois qu'on a mis des moyens. On a mis des moyens et on continue à mettre des moyens. Le ministre a très vite compris et a très vite engagé les médias dans la com. Les médias, c'est des canaux de transmission, mais la communication en est tout autre aujourd'hui en termes de contenu, en termes aussi de finalité. Aujourd'hui, le citoyen vers qui est destiné ces canaux de sensibilisation et d'éducation, apparemment, vous avez un contenu qui n'évolue pas. Je crois que le contenu, il s'adapte. Si vous regardez, il y a ce qu'on appelle des messages phares. Il y a des messages, les gestes barrières, c'est, quel que soit le contexte, il faut les rappeler. L'autre chose, c'est dans la démarche. Quand on va dans une démarche communautaire, l'approche est toute différente. C'est vraiment une approche de proximité. C'est des messages qui sont basés sur des réalités socio-culturelles à l'intérieur de la communauté et qui sont portés, pas par les secteurs de la santé, mais qui sont portés par, je les appelle souvent, des identités remarquables de cette communauté. C'est les leaders d'opinion, c'est les leaders religieux, c'est les femmes, c'est les jeunes qui sont organisés
Et cette stratégie-là, il faut la renforcer. C'est ce que nous sommes en train de faire, surtout dans les zones où nous avons quand même des clusters assez importants. Alors, docteur Aloyse Waly Diouf, un autre aspect, c'est l'organisation de la riposte. On en a parlé. Mais il y a également des limites que vous avez certainement constatées dans cette organisation. Aujourd'hui, nous sommes à 79 décès. Alors, comment expliquez-vous justement? Parce que de plus en plus, quand même, le nombre des décès augmente. Quelle explication? Oui, permettez-moi tout de suite, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de présenter mes condoléances et les condoléances du ministère aux familles de ces personnes disparues. C'est jamais facile de perdre un être. Surtout quand on voit la tranche d'âge qui aujourd'hui fait les frais de cette Covid-19. Il faut le noter. Nous avons eu une hausse cette dernière semaine principalement, du nombre de décès. Moi, je crois qu'il faut se dire une chose. À la fois, il nous faudra travailler autour des questions liées à la stigmatisation. Parce que je crois que la stigmatisation aussi a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui rechignent à aller vers les structures de santé. Et même quand elles sont porteuses de maladies chroniques, sont capables de penser que c'est le terrain de maladies chroniques qui est en train d'être déséquilibré. Tout ça sous la hantise de la stigmatisation. Donc nous devons travailler véritablement nos équipes de communication dans les sociétés, dans les communautés, nous devons y travailler. Nous devons aussi travailler à l'intérieur des communautés à identifier toutes ces personnes, entre guillemets, vulnérables, à pouvoir les sensibiliser et sensibiliser les membres de leur famille. Dans le cadre de la prévention. Dans le cadre de la prévention. Parce que, face à cette cible précise. Parce que quand vous regardez la tranche d'âge, vous vous rendez compte que le plus souvent, c'est des personnes qui ne sortent même pas. Ça veut dire des personnes sont sorties et leur ont ramené le virus. Des personnes âgées pour l'essentiel. Voilà. Et donc, ça veut dire que autant il faut demander à ces personnes âgées de toujours être avec un masque. Il faut aussi conseiller à leurs enfants, à leurs petits-fils, de faire en sorte qu'en revenant dans la maison, qu'ils puissent tout de suite penser à leur grand-père, à leur grand-mère présente et qui présente un terrain vulnérable. Mais les seniors, juste une parenthèse, les seniors ne sont pas impliqués dans la prévention aussi. Parce que les seniors, les personnes âgées, s'ils sont pour l'essentiel les plus exposés, dans la stratégie aussi de prévention, on ne les retrouve pas. C'est aussi important de faire une communication par cible, ou bien? Je crois que c'est ça le challenge. Le défi. Le défi. Non, c'est ça le challenge et le charme de passer à la communication à l'intérieur des communautés. J'ai dit, dans les communautés, vous avez des identités remarquables. Vous allez chez moi à Joal Fadiout, on ne peut pas faire une activité communautaire sans ne pas y mêler les personnes âgées. Parce que elles sont une composante essentielle de la population. Mais dans le cas d'espèces, elles deviennent ces personnes âgées et des exposés, des personnes exposées. Oui, et c'est en ce sens que c'est en ce sens qu'elles doivent être aussi des actrices, ces personnes-là, de leur prévention. Vous savez, la prévention, aujourd'hui, les gens ont dépassé la période où on émet des messages, comme si on était un grand donneur de leçons. Aujourd'hui, c'est ça le charme de la promotion de la santé. Aujourd'hui, il faut permettre à l'individu de pouvoir détenir les connaissances pour lui-même les mettre en pratique afin de pouvoir préserver sa santé. Donc, ces personnes âgées-là, mais il faut les approcher dans leur maison. Il faut que les personnes qui vivent avec elles dans les quartiers puissent d'abord les identifier, puissent aller vers elles. Et ce n'est pas un enfant ou un jeune de 15 ans qui va aller porter la parole à une personne âgée. Mais alors, donc, de ce point de vue, je vous rejoins.
Mais il faut que tout cela se fasse à l'intérieur de la communauté. Vous avez parlé justement de l'impact, mais des enseignements à en tirer. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette épidémie, pour ne pas dire la COVID-19, a révélé l'état de nos structures sanitaires également, qu'il faut, quoi qu'on puisse dire, renforcer? Vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas aussi qu'on se voile la face. Il y a deux aspects que la COVID-19 a montré. Le premier aspect, c'est que nous avons quand même des structures de santé capables de prendre en charge des malades. Faut pas, moi je suis pas de ceux qui peignent en noir le tableau de nos structures de santé. Et je rappelle souvent aux gens qui disent souvent que notre système de santé n'est pas bon. Je dis le système de santé, ça va de la case de santé à l'hôpital. Il y a des infirmiers, chefs de poste valeureux, des sages-femmes qui sont capables aujourd'hui d'aller dépister la COVID-19. C'est à cause de ces personnes-là. Oui, c'est comme disait le président français, justement, il faut relativiser désormais. Voilà. Oui. Et ce sont ces personnes-là, c'est cette pyramide sanitaire-là qui nous permet aujourd'hui d'avoir des patients qui arrivent précocement dans les structures et qui sont pris en charge. Donc, tout n'est pas parfait, mais nous avons une base. Oui. Maintenant, ce qu'il faut construire, c'est faire en sorte que ces structures de santé-là, que notre système de santé de manière plus globale et les hommes qui les animent soient tous mis à niveau. Et ça, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pendant même la gestion de la Covid, a demandé à ce qu'on, dans le cadre d'une réunion en visioconférence avec tous les acteurs, a demandé à ce qu'on puisse lui présenter un plan d'investissement pour mettre l'ensemble de nos structures de santé à niveau. Ce plan a été présenté. Et la mise en œuvre devrait normalement démarrer. Le cas des respirateurs a été un gros problème au départ. Oui. Finalement, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de respirateurs? Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train de relever des gaps. Je crois que dans un pays comme le Sénégal, nous devons profiter de la gestion de cette Covid-19 pour rééquilibrer ou en tout cas ramener une certaine... Moderniser, justement. Ramener une certaine... le plateau médical, oui. Quand on voit notre plateau médical, s'il y a eu certes des efforts qui ont été faits, on ne peut pas passer, du point de vue cardiaque, on ne peut pas passer sous silence tous les efforts qui ont été faits. Et aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'extérieur pour faire une coronarographie. Mais il y a encore des efforts à faire. Et je crois qu'il faut saluer l'acquisition de presque 60 respirateurs qui ont été répartis un peu partout sur le territoire. Mais 60 respirateurs, je dis, peut-être ça peut nous aider pour les prises en charge là dans le cadre Covid-19, mais le reste, il faudrait, dans le cadre d'un plan beaucoup plus global, qui est le plan d'investissement, que toutes ces questions-là soient prises en charge et que la question de l'équité de l'offre de soins aussi puisse être réglée. Je crois que ça aussi. C'est ça également, la démocratisation aussi. Parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, la santé est privatisée au Sénégal. Quelle réponse? Parce que c'est devenu assez cher. Oui, on parle beaucoup de gratuité, mais en réalité, docteur Waly Diouf, la santé n'est pas gratuite au Sénégal. Elle coûte cher. Vous savez, je dirais pas privatisée. C'est vrai que la santé, quand on la compare un peu au niveau de vie des personnes, elle coûte cher, mais l'État fait beaucoup d'efforts. Parce que quand on rend gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui supporte. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment aller vers une réflexion beaucoup plus poussée. D'abord, c'est permettre à chaque Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, de pouvoir disposer de soins de qualité et à moindre coût. Si on part sur cet idéal-là, il va falloir d'abord, comme on le préconise sur le plan d'investissement, mettre toutes les structures à niveau. Cela veut dire que le patient qui est à Tambacounda n'a pas besoin de prendre un véhicule, de payer le prix du véhicule, de venir à Dakar, de payer son séjour et après de pouvoir bénéficier d'un acte parfois qui coûte 25 000 francs.
Et ça, c'est ce travail-là qu'il faut faire. La santé coûte cher, oui. Là, il faut le dire. Il faut qu'on travaille à rendre beaucoup plus accessible. Il faut qu'on travaille à humaniser davantage nos structures de santé. Les principales complaintes de nos concitoyens tournent autour de véritablement de la question de l'environnement, de l'accueil, de ces aspects-là, de l'hygiène dans les structures. Mais aussi du coût. Oui, parce que après, les maladies chroniques coûtent cher aussi. Vous savez, c'est très difficile d'avoir un acte médical qui coûte cher et au-delà de l'acte médical d'être dans un environnement qui souvent pose problème ou bien d'avoir affaire à une personne, à un personnel. Ça fait une double souffrance. Et je voudrais, tout en félicitant le personnel de santé, parfois c'est très difficile. C'est pesant, oui. En tout cas, les appeler à beaucoup plus d'humanisme dans ce que nous faisons, parce que je fais partie de ces personnels de santé-là. Et je crois que aussi, dans le cadre du plan d'investissement, il faut aussi que les ressources humaines soient renforcées. Ce qui évite d'avoir une charge de travail un peu plus élevée. Et quand on a une charge de travail très, très lourde, c'est sûr que derrière, on a souvent des répercussions incontrôlées. Oui, parce qu'aujourd'hui, le contribuable sénégalais aussi participe à l'effort de santé. Pour 11%, à la hauteur de 11%, c'est pas quand même minime. Oui, mais quand vous parcourez les pays africains, je crois que ce qui est offert aux Sénégalais en termes de gratuité, en termes de subvention, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse réfléchir, parce qu'aujourd'hui... Oui, mais la réflexion, elle est nécessaire aujourd'hui. Je donne un exemple précis, docteur Aloysius Diouf. Vous avez quelqu'un qui a une pathologie chronique, je ne sais pas de maladie, qui doit non seulement se soigner, mais à côté qui développe d'autres pathologies. Il devient polypathologique. La facture mensuelle coûte excessivement cher. Qui a une pile, qui doit aussi voir l'ophtalmo, qui doit... La polypathologie en termes de facture à la fin du mois, pour quelqu'un qui est à la retraite, mais imaginez ce que ça devient. Oui, après c'est là où il est important d'aller vers de développer, comment on l'appelle encore, la politique de couverture médicale. Oui. Vous savez, qui pose problème. On ne souhaite jamais avoir une personne, on ne prie pas d'avoir une personne de cet âge-là avec toutes ces pathologies. Ça grève le budget familial. C'est clair. On ne souhaite pas avoir quelqu'un dans une famille avec une insuffisance rénale. C'est très difficile, même si on l'a rendu gratuite. Mais il faut qu'on puisse, avec l'Agence de la couverture maladie universelle, des institutions comme l'IPRES, renforcer la capacité de prise en charge pour que la personne, pendant qu'elle travaille, elle puisse suffisamment se prendre en charge au moment de sa retraite. Oui, parce que pour l'instant, si nous interrogeons les chiffres aujourd'hui, il n'y a pas plus de 16% de Sénégalais qui sont pris en charge. Maintenant, parallèlement, il y a un autre problème qui est là et qui est quand même assez difficile à régler, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ça coûte très cher, mais cette gratuité dont vous faites allusion aujourd'hui pose problème. Vous prenez les malades qui souffrent de dialyse, par exemple. Aujourd'hui, il y a une liste qui est là. Il y a une autre grande liste qui attend. Oui. Vous voyez, ça aujourd'hui, c'est les impairs de cette gratuité aujourd'hui. Oui. Vous dites gratuité, mais en réalité, le problème, il est là. Oui, mais alors, je crois que depuis 2012, quand on parle de 4 centres de dialyse, à aujourd'hui près de 23 centres de dialyse au Sénégal, cela veut dire que l'offre est élargie. À l'époque, les gens quittaient Tambacounda, venaient passer la nuit pour faire une séance de dialyse ici à Le Dantec. Aujourd'hui, cette offre-là est décentralisée. Maintenant, cela ne suffit pas. oui. Cela ne suffit pas. Cela veut dire aussi qu'il faut rajouter l'offre de dialyse, mais travailler avec le Comité national du don et de la transplantation pour que ces questions-là aussi puissent constituer des solutions définitives par rapport à ces maladies rénales. Oui. Mais en amont,
en amont, il faut qu'on travaille davantage dans la prévention. Oui. Moi, je suis convaincu que les pays africains ne peuvent pas continuer à être dans le curatif. Oui. Il y a le curatif, il y a le préventif. Il faut faire beaucoup d'efforts. Oui, mais il faut réussir les deux. Le défi est là, c'est de pouvoir justement équilibrer ou travailler dans le sens du curatif et du préventif. Oui. Oui. Mais quand on regarde le flux qui arrive pour le préventif, pour le curatif, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup. Les efforts à faire en matière de prévention sont intacts. C'est le défi qui vous revient. Alors, un autre problème. Aujourd'hui, nous revenons dans le cadre de la Covid-19. Justement, il y a les hôpitaux qui ont les capacités de dépistage. Aujourd'hui, on voit que la dernière fois, vous avez suivi l'hôpital militaire de Ouakam qui a dit clairement qu'ils ont la capacité justement de dépister. Vous avez un hôpital comme Aristide Le Dantec, mais pourquoi il y a encore du retard à autoriser ces structures à dépister? Parce que aujourd'hui, c'est le dépistage à grande échelle, justement, au regard de la situation. Alors, je voudrais féliciter d'abord tous les acteurs des services de santé des armées, avec qui nous avons une collaboration parfaite, aussi bien dans le stratégique que dans l'opérationnel. Je me suis réjoui d'ailleurs de voir qu'à l'hôpital militaire de Ouakam, les choses étaient en train de bouger et qu'ils ont inauguré un laboratoire capable de contribuer à la détection de la Covid-19 au Sénégal. Et après avoir inauguré, nous avons reçu leur correspondance, effectivement, pour nous dire qu'ils étaient prêts à contribuer. Et nous avons demandé au Comité national de gestion des épidémies de pouvoir rapidement statuer sur la question et nous rendre compte. Vous savez, en période d'épidémie et de manière générale, quand vous gérez la santé des personnes, il faut qu'il y ait un bon encadrement des initiatives que nous prenons. Et je crois que dans la semaine à venir, normalement, le Comité national de gestion des épidémies qui se réunit tous les lundis devrait donner son avis. Et sinon, on aurait quand même... Alice Walidous, qu'est-ce qui fait que ces hôpitaux... Par contre, cela doit nous amener à nous poser quelques questions. Oui. Ça veut dire que nos hôpitaux publics, quelle que soit la localisation, doivent avoir des laboratoires qui sont à niveau. Mais ils ont aider dans le dépistage. Mais avoir un laboratoire ne signifie pas avoir un laboratoire qui peut faire n'importe quel... Non, je veux dire, ces hôpitaux, vous avez l'hôpital Aristide Le Dantec aujourd'hui qui a la capacité de le faire, de dépister les cas de Covid-19. Vous avez l'hôpital de Ouakam qui en a déjà parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui retarde leur autorisation à pouvoir le faire? C'est simplement la vie. Vous savez, moi je crois qu'il faut que les gens partent sur beaucoup d'éléments pour donner avec certitude un avis. Mais je vous ai dit que le comité national... C'est la direction du laboratoire qui doit leur fournir. C'est le comité national dans lequel se trouve cette direction-là qui doit, au cours certainement de sa séance du lundi, délivrer son avis. Reconnaissez-vous que c'est devenu une nécessité puisque ces hôpitaux aujourd'hui qui reçoivent des patients ne peuvent plus, surtout des hôpitaux comme le Dantec, comme justement l'hôpital Ouakam. Je crois que tant qu'il y a la possibilité et que le comité national de gestion des épidémies avec ses démembrements se rend compte que c'est une structure qui répond aux normes avec des équipements aux normes, qui respectent les procédures, je crois que c'est toujours bénéfique pour les populations. Parce que nous travaillons pour les populations. Nous ne travaillons pas pour nos états d'âme. Nous ne travaillons pas pour dire, voilà ce que moi je pense et c'est ce qui se doit. Mais là, il y a des conflits d'intérêts aussi. Après, il y a des conflits d'intérêts. Il faut trancher. Conflits d'intérêts entre... Oui, par exemple, vous avez l'INSUPASSEUR, vous avez l'IRSF, vous avez aussi les hôpitaux qui doivent également faire le travail. Je crois que nous, on est au-dessus de ces conflits d'intérêts. On est au-dessus de ces conflits d'intérêts. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que la population dispose
d'une offre de soins dispose d'une offre de dépistage. Et je suis de ceux qui pensent, le ministre aussi, que nous ne devons pas, nous, être le lit de ces conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle je dis nous avons pris suffisamment de hauteur. Et vous avez d'ailleurs, pendant tout le temps que nous gérons la Covid, vous avez dû écouter des interpellations qui ne nous ont pas désorientés par rapport De quelle à nature? Des interpellations de quelle Bon, je ne nature? voudrais pas revenir sur la question de privilégier Pasteur au détriment de l'IRSF, de ne pas faire un dépistage massif alors que nous avons pris la stratégie de dépistage ciblé. Je crois que ça aussi, c'est des choses que nous devons, de mon point de vue, qui ont failli qui ont pu parfois nous égarer, mais nous sommes restés autour d'un objectif que nous avions et que nous avons voulu. Oui. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, qui reçoit l'ancien directeur de cabinet, Dr Aloyse Waly Diouf. Alors, oui, nous parlons de Covid-19, mais sous l'angle de l'éducation avec la rentrée des élèves d'examen pour une première partie. De ce point de vue, Dr Aloyse Waly Diouf, le protocole a été soumis à l'éducation, au ministère de l'Éducation, validé, on a annoncé pour le 25 juin. Quelles recommandations aujourd'hui pour ces parents d'élèves, pour le moins inquiets par rapport justement à une situation aussi complexe? Quelles recommandations? D'abord, je voudrais saluer le corps enseignant. Le corps enseignant qui a fait et qui fait preuve de beaucoup de sacrifices pour aller servir un peu partout à travers le Sénégal. Vous voyez même des enseignants qui servent dans des zones difficiles à identifier sur la carte du Sénégal. Les parents aussi peuvent avoir des appréhensions, mais la question des gestes barrières, de mon point de vue, est essentielle. Et elle est essentielle pour les enseignants, pour les élèves, mais elle est essentielle aussi pour l'administration. Parce que quand on n'a pas la capacité, ou en tout cas dans une classe, de faire respecter la distanciation physique, je crois que on crée les conditions. Et ce qui me rassure par rapport à cela, c'est que il est dit, et le ministre de l'Éducation l'a dit, il y a eu une période où, lorsqu'il y a eu cette reprise qui a été différée, tant qu'une institution scolaire n'est pas encore prête, il ne faut pas qu'elle veuille ouvrir en même temps que les autres. Et ça, il faut que tout le monde soit acteur, non seulement de cette préparation-là, mais aussi il faut que tout le monde après soit acteur du suivi du respect des mesures. Pas seulement les élèves, pas seulement le corps professoral, mais aussi les parents. Vous êtes d'avis aujourd'hui que justement cette reprise peut se faire? Elle peut se faire, elle se fait dans d'autres pays africains, elle se fait dans la sous-région. Et le protocole a consigné justement des orientations, des recommandations précises pour l'essentiel des établissements qui doivent ouvrir. Oui, et ce qui est intéressant et important, c'est que autant nous avons soumis un protocole, autant nous sommes aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau décentralisé, avec les comités régionaux de gestion des épidémies autour des gouverneurs, mais aussi des membres du secteur de la santé et de l'éducation. Moi, je dis, il faut qu'on travaille à faire en sorte que les enseignants puissent être en sécurité. Il faut qu'on travaille à faire en sorte que les élèves puissent être en sécurité. Comment Par le respect du protocole, par le respect des mesures barrières. Que dit le protocole? Par le respect de la distanciation physique, en mettant au minimum un maximum de 20 élèves dans une classe. Ça dépend aussi de la taille de la classe. Pouvoir disposer de solutions hydroalcooliques, du thermoflash pour mesurer, donner des masques aux enfants.
hein. Et je crois que cela, si on le respecte, on peut éviter une contamination, en tout cas dans l'école elle-même. Alors, oui. Parce que je rappelle, hein, je l'ai dit au début, si vous avez vu, j'ai dit, la plupart des travailleurs ou des gens, 85% n'ont pas été contaminés sur leur lieu de travail, mais à l'intérieur de la communauté. Okay. Ça veut dire qu'il y a une continuité à suivre. Vous avez été à l'école, vous êtes enseignant, vous êtes élève. Les mesures barrières ont été respectées. Vous retournez chez vous, il faut avoir les mêmes mesures. Sinon, vous pouvez encore prendre le virus de la communauté et aller, en tout cas, être un facteur exposant de cette maladie. Autrement, le mot, c'est la vigilance, le respect des mesures barrières. C'est la vigilance. Aussi bien pour les élèves que pour les enfants, pour les enseignants et même pour la famille. Même pour la famille. Oui. Même pour la famille. Il faut pas... Moi, je dis qu'il faut toujours travailler à confiner le virus. Ça veut dire, dans la famille, il faut travailler à faire en sorte que l'élève, en sortant de chez lui, puisse porter son masque. Faire en sorte que l'élève, même si on lui donne de l'alcool gel, s'il peut l'avoir dans son sac, dire à l'élève de faire tout pour que il respecte la distanciation physique et évite de se mettre dans une logique d'enlever son masque pour s'amuser avec ses camarades de classe. Ça, c'est valable pour l'élève, c'est valable pour l'enseignant. Au sein de l'école aussi, il faut veiller à ce que ces mesures-là, distanciation physique et autres, soient respectées. Ça, je crois que c'est partout que nous devons veiller. Oui, alors, mais il y a aussi le virus qui est là. Parlez-nous un peu de ce virus aujourd'hui, docteur Aloyse Waly. Ce virus, il est toujours là. S'agit-il du même que l'on soit en Europe ou en Afrique? Aujourd'hui, et ce virus continue à se propager. Ouais, Omar. Que peut-on retenir de ce virus finalement? Ouais, Omar, oui. Vous savez, je suis parfois surpris d'entendre des Sénégalais s'engager sur des débats qui détournent les autres Sénégalais de l'essentiel. Mais le virus, il est là. J'y viens. Oui. Aujourd'hui, sur les comportements, nous devons, nous tous, parler d'une seule voix, le respect des mesures barrières. Parce que le virus, c'est nous qui le faisons circuler. Si nous avons des comportements respectueux des gestes barrières, nous le confinons. Si nous avons des comportements qui nous éloignent de la stigmatisation, nous pouvons réussir. Mais c'est dommage qu'au Sénégal, pendant qu'on accepte d'amener des dépouilles de l'extérieur, de nos compatriotes, on refuse parfois d'inhumer nos frères sénégalais. C'est ahurissant. Et personne n'en parle. C'est là où j'ai un problème. Tous ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui n'osent pas se prononcer sur ces situations. On ne peut pas construire un pays dans un jeu de cache-cache. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'à un moment donné, même si on doit se mettre à dos la population, même si on doit se mettre à dos les partenaires politiques, de toute façon, le Covid ne connaît ni chapelle politique, ni religieuse. Il faut avoir des personnes qui aujourd'hui communiquent à longueur de journée sur la gestion du Covid. On a entendu parler de ces situations malheureuses que nous avons vécues, qui n'ont pas osé se prononcer. Des gens qui... Vous pensez à qui aurait dû le faire? Moi, vous savez, je ne suis pas trop dans la mare de politique politicienne, mais je dis que si on veut véritablement que les choses bougent, autant nous devons, nous qui sommes chargés de la mise en œuvre, autant nous devons avoir cette ouverture-là, autant nous devons travailler sur des principes, mais autant aussi, il faut que les autres, la communauté et tous ceux qui aujourd'hui parlent et sont écoutés par d'autres Sénégalais, puissent, quand ça ne va pas, dire que là, ce n'est pas un bon combat. Vous pensez aux religieux? Non, je crois que j'ai beaucoup de respect pour les religieux et j'en veux pour preuve, à chaque fois que nous avons eu besoin d'eux, nos religieux. Vous pensez à qui?
Oui, je vous ai dit, hein, c'est dans le monde sénégalais, les politiques, les responsables sociaux, Ok. surtout pas les Maintenant, religieux. oui, Mais je alors, crois que oui, le virus finalement, il continue à se propager. Qu'est-ce qui fait... Oui, tant que vous êtes médecin aussi. tant que nous ne Oui, travaillons pas d'abord, parce que il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de oui, traitement. oui, Je salue l'équipe du professeur Seydi qui se bat oui, et qui nous donne des résultats extraordinaires en matière de taux de guérison, 66%. Mais tant que nous ne respectons pas les mesures barrières, nous continuerons à être des facteurs de propagation du virus. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je crois que il faut lancer cet appel-là à l'ensemble de la population sénégalaise. Retrouvons-nous autour d'un sursaut d'orgueil pour bouter le Covid-19 hors de nos pays. Et cela passe par une union qui doit être faite autour du respect des mesures barrières. Ensuite seulement, nous pourrons être dans une logique de rendre compte. Et je crois que de ce point de vue, toute personne qui gère une institution, je crois que le principe de redevabilité ne pose pas de problème. oui. Le ministre de la Santé l'a dit à ce niveau. Pas de problème pour rendre compte. Si on devait y aller lundi, on y serait lundi. Pas de problème aussi pour accepter que les personnes et les Sénégalais donnent leur point de vue. Nous ne sommes pas dans une logique de concurrence, nous sommes dans une logique de travailler pour des masses. Et quand on travaille pour des masses, il faut accepter de recevoir des coups, mais seulement avoir un objectif qui, malgré les coups, malgré les encouragements, vous gardez ce cap-là et vous essayez de l'atteindre. Oui, mais aujourd'hui, très rapidement, on voit que, par exemple, les cas se multiplient de plus en plus. Il y a plus de 100 cas de plus en plus. C'est la question du pic finalement. Alors, avez-vous l'impression que nous sommes sur un tableau qui est là ou que dans un court instant, ça va fléchir, la courbe reste vraiment constante? Nous avons eu de ce point de vue une courbe croissante Oui. et aller jusqu'à où on a eu un artefact. Vous avez prévu son fléchissement? Je m'explique, où on a Oui. eu un artefact de 177 cas. Oui. Ensuite, la courbe a commencé à descendre. Aujourd'hui, nous tournons autour d'un plateau, mais un plateau qui aussi. Oui. Cela veut dire quoi? Oui. Cela veut dire que si nous ne respectons pas les mesures barrières, ce plateau-là pourrait Encore. se poursuivre Oui. et retourner vers l'eau. Ça, il ne faut pas que, Ah oui? faut pas qu'on fasse le faux fuyant. Moi, je crois que faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on respecte les Sénégalais et que nous-mêmes, nous travaillons à aider les Sénégalais à respecter ces mesures barrières pour que la courbe continue sa descente. Parce qu'aujourd'hui, elle est accrochée à un plateau où elle est en train d'osciller. Oui. Et ça, il n'y a que ce sursaut des Sénégalais qui nous permettra de pouvoir inverser la courbe et la conduire vers la... Oui, mais par rapport à la situation, êtes-vous optimiste ou... Voilà. Oui, je crois Oui. au fort potentiel des Sénégalais, je crois à la capacité de mobilisation des Sénégalais, je crois aussi au talent du personnel de santé, à l'esprit de sacrifice du personnel de santé. Je crois que la stratégie que le ministre de la Santé avec ses équipes a mis en place, si elle est accompagnée d'un sursaut d'orgueil des Sénégalais, notamment à l'intérieur des communautés, peut nous valoir des satisfactions. Là est le défi. Alors, docteur Aloysius Waly Diouf, vous êtes sur le départ. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de l'action au sein du ministère de la Santé? S'il fallait rectifier, quoi rectifier et que retenir en termes de force, de faiblesse et de perspective? Je crois que je fais 3 ans aux côtés d'un homme qui a voulu et qui veut apporter sa touche à l'éducation d'un bon système de santé au Sénégal. Maintenant, il faut aller un peu plus vite. Il faut aller un peu plus vite avec le plan d'investissement certainement qui mettra nos structures à niveau. Ce qu'il faut, c'est surtout créer une sérénité
dans le secteur de la santé, de mon point de vue. Parce qu'on ne pourra jamais évoluer tant qu'il y a des acteurs de la santé qui sont en grève. Et ça, c'est un véritable défi pour le ministère de la Santé. L'autre défi aussi, c'est faire en sorte que les soient accessibles et moins coûteux pour les populations. Je crois que ça aussi, les équipes y travaillent. Mais au plan personnel, je crois que c'est une véritable satisfaction d'avoir, en tout cas, donné tout ce que je pouvais donner au service de mon pays, au service de mon ministre de la Santé. Et je le fais avec l'engagement, sans regret. Sans regret, dites-vous. Mais alors, pour le poste que vous allez retrouver à l'OMS, un mot? Oui, c'est un nouveau poste de conseiller national en promotion de la santé. Il va falloir que c'est un poste que je vais occuper à partir du mois d'août, du 3 août. Et je crois que avec le plan d'action qui va m'être soumis, j'essaierai de travailler avec les services du ministère pour faire de la promotion de la santé une réalité au Sénégal. Vous arrivez à l'OMS dans un contexte difficile avec les critiques, notamment de la part des Américains, des Malgaches et tout aujourd'hui. Oui, il y a encore à faire par rapport à l'institution. Je crois que je vais d'abord me donner le temps de découvrir. Du dehors, on a souvent une autre idée. Et de l'intérieur. La Covid-19 a souvent montré que beaucoup de certitudes ont été bouleversées, notamment dans la gestion des institutions internationales, dans la gestion même des pays. Et donc, je me garde de faire un commentaire. Tout ce que je fais, c'est que je suis plus habitué à apprendre, à m'adapter et à avancer dans les structures dans lesquelles j'évolue. C'est le mot de la fin. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection pour rappeler à nos auditeurs qu'il a été notre invité, Dr Aloyse Waly Diouf, ancien directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. En l'homme, vous retenez quoi? Un grand frère. Un grand frère, un homme intelligent, un vrai manager, un homme qui a ses émotions. Quand je dis que c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui peut avoir mal. Un mot sur cela. A-t-il passé un moment difficile qui vous a le plus, oui, forcément, qui a retenu votre attention? Vous savez, parfois vous êtes attaqué de tous côtés. Vous subissez des commentaires et des accusations gratuites. Quelle que soit votre qualité d'homme, il y a un moment où vous vous sentez affaibli. Une parenthèse, une illustration. Une illustration. A-t-il pensé qu'il a perdu la bataille dans le cadre du Covid-19 ou... Non, je crois qu'il n'a jamais pensé. Et c'est quelqu'un, par contre, qui est en train de raviver les troupes. Mais je parle, c'est un homme politique aussi. Oui, ah oui, sur le plan politique, c'est un homme politique. Il souffre beaucoup. C'est un homme politique. Sur le plan politique, il souffre beaucoup. Oui, c'est un homme qui reçoit des coups. C'est un homme qui reçoit des coups. Et il en donne aussi. Ou bien, il en donne aussi. Donc, je crois que l'homme Abdoulaye Diouf Sarr, quand même, vous ne l'entendrez jamais sur des allusions, sur des propos malveillants. Il a quand même cette courtoisie. Il reçoit des coups de quelle nature qui peut lui faire mal? Des coups liés à ses ambitions politiques. Il reçoit des coups aussi liés à ses... Comment on les appelle? Vous n'avez pas toujours que des amis dans le milieu politique. Vous avez des personnes qui aimeraient bien vous voir trébucher. Mais tout cela doit se faire dans un esprit sain. Par contre, quand on utilise certains propos assez malveillants, cela peut faire mal à la personne. Et c'est de ce point de vue que je dis que c'est quelqu'un d'humain. Mais la mission à ses côtés a été exaltante. Votre départ risque de l'affaiblir ou de le rendre beaucoup plus fort? Non, je crois que c'est quelqu'un qui peut travailler avec n'importe qui. Moi, je ne me définis pas comme quelqu'un qui est indispensable ou bien... Votre successeur qui était à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Voilà. Mon successeur aussi, je crois qu'il a toutes les qualités. Je lui souhaite bon vent et tant qu'elle lui réitère, comme je l'ai déjà fait avec lui, toute ma disponibilité à apporter mon point de vue. Mais je crois que c'est une équipe qui peut continuer le travail, qui peut
d'ailleurs aller de l'avant, faire mieux, et c'est tout le mal que je leur souhaite. Merci, et à nous aussi de vous souhaiter justement une belle carrière à l'EMS et justement beaucoup de perspectives. Merci. Ça a été un plaisir de vous accueillir à Objection. Depuis. Et certainement, on aura d'autres occasions pour ensemble parler des questions de santé, mais sous l'angle beaucoup plus de la promotion. Merci docteur Aloyse Waly Diouf. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité pour rappeler les mesures barrières, mesures à respecter. Et ces mesures barrières, surtout dans un contexte de reprise des cours, notamment pour les classes d'examen. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Et gardez l'écoute sur la 98.5 place à Mordofé et son invité. Bonne suite de programme.